Je vais donner la parole à mon co-modérateur. Donc Baptiste qui va nous présenter un premier topo sur l'analyse des changements de métabolisme et de débit sanguin cérébral sous isoflurane ou propofol chez le rat. Merci Baptiste. Merci. Donc je travaille à Lyon dans le service d'anesthésie et réanimation neurologique et puis accessoirement au centre de recherche en neurosciences de Lyon où j'ai accès à des animaux et à des techniques de mesure du débit sanguin cérébral et du métabolisme qu'on n'a pas chez l'homme. Du coup, quand on s'intéresse un peu aux différents agents anesthésiques qu'on utilise, les deux principaux étant soit les agents intraveineux avec le propofol, soit les agents halogénés qui sont un peu plus anciens avec actuellement le sévoflurane, le desflurane, et puis chez l'animal l'isoflurane qui est aussi un peu moins utilisé chez l'homme, mais encore. Ces deux agonistes GABA dont les mécanismes d'action sont pas très très bien connus quand même, avec probablement des mécanismes d'action sur la membrane plasmique, mais aussi ailleurs, et du coup des impacts sur le métabolisme et sur le débit sanguin qui sont un peu différents et qui ne sont pas toujours très bien étudiés. Et quand on regarde les données qu'on a, en tout cas chez l'homme, elles sont hétérogènes avec des données d'imagerie. Chez l'animal, on n'a pas toujours des données très exhaustives et on n'a pas vraiment de données qui comparent les deux agents anesthésiques chez la même population, chez les mêmes personnes. Donc on sait que le propofol, ça baisse le débit sanguin cérébral. Le métabolisme, c'est un peu plus hétérogène en fonction des études. Globalement, ça le baisse, mais il y a aussi des études chez l'homme qui montrent qu'il n'y a pas grosse différence. Et les agents halogénés, eux, ils ont plutôt tendance à soit monter, soit pas changer le débit sanguin cérébral. Et ils baissent le métabolisme plutôt avec des données qui sont aussi un peu hétérogènes. On n'a pas vraiment de comparaison entre les deux et pas vraiment d'adéquation de savoir si le débit est adapté à la consommation métabolique. Du coup, l'idée qu'on a eue chez l'animal, c'était d'enregistrer chez le même animal le changement d'agent anesthésique entre des halogénés et des agents intraveineux du propofol. Donc les animaux, ils sont tous endormis habituellement avec des halogénés au départ, parce que c'est comme les enfants, c'est difficile d'avoir un accès vasculaire avant qu'ils dorment. Et du coup, ils sont tous endormis d'abord avec des halogénés, puis après, une fois qu'on a un accès vasculaire, on peut changer si on a envie. Donc en gros, c'est les animaux qui étaient endormis sous halogénés, induits, et puis ensuite la chirurgie était réalisée sous isoflurane, et puis ensuite on pouvait changer pour autre chose. Et au laboratoire, on a accès à des mesures du débit sanguin cérébral local avec du laser Doppler, et puis des mesures intracorticales du métabolisme cérébral avec des microcapteurs qui font 40 micromètres de diamètre, et qui permettent d'enregistrer le glucose, le lactate, l'oxygène extracellulaire sans avoir de rupture de barrière et sans avoir de lésion vraiment des microcapillaires et des vaisseaux sanguins. Et d'avoir une mesure continue dans le temps, avec 1 point par seconde, ce qui permet vraiment de voir la transition entre ce qui se passe sous halogéné et puis quand on change, ce qui se passe sous propofol. Donc les animaux, c'est dans un cadre stéréotaxique, on avait une incision de la peau, on avait une exposition de la dure mère, et puis ensuite on implantait les différents capteurs avec le Doppler au-dessus, et on enregistrait ce qui se passait. Ils étaient ventilés de manière artificielle, et puis bien évidemment la capno et les gaz du sang étaient mesurés, puis on ne changeait pas la ventilation pendant qu'on changeait l'anesthésie. Alors ça, c'est un peu ce qu'on a observé. Donc ici, c'est la pression artérielle. Vous voyez que sous isoflurane, quand on met en place le propofol, on a une chute de pression artérielle, mais on revient au niveau de base assez rapidement. Et les animaux sont plutôt stables. Quand on regarde au niveau du laser Doppler, donc c'est la microvascularisation, la quantité de particules qui bougent sous le laser, donc essentiellement des globules rouges, on voit qu'entre les halogénés, donc l'isoflurane qui est en noir, et le propofol, on a une baisse, et qui n'est pas uniquement due à la chute de pression artérielle, parce que ça reste une fois que la pression artérielle est restaurée, ici. Et quand on regarde l'oxygène, on a aussi une baisse qui est associée au débit sanguin cérébral ici, qui chute, avec moins 10 mm de mercure à peu près, en moyenne chez les animaux. Et puis quand on regarde la CMRO2, qu'on peut calculer à partir de la concentration d'oxygène, du débit sanguin cérébral et puis de paramètres de diffusion qu'on peut mesurer chez l'animal, on voit que finalement il y avait une petite tendance à l'augmentation, mais elle n'est pas trop changée. En tout cas, on n'a pas de baisse de la CMRO2 sous propofol par rapport à l'isoflurane. C'est à peu près identique. Quand on regarde le glucose, là on a quand même une baisse qui est assez importante. On a une petite augmentation pas très significative au début, puis après on se retrouve avec une baisse du glucose et puis une baisse du lactate aussi. Alors est-ce que c'est une baisse des apports globaux avec l'oxygène et le glucose, ou alors est-ce que c'est un changement de consommation? Là, avec ces données-là, on n'est pas capable de le dire, parce qu'on n'a pas de mesure du transport à travers la barrière, on n'a pas de mesure exacte avec des isotopes pour voir dans quelle voie passe le glucose.
Et c'est peut-être des choses qui seront à évaluer par la suite, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'était que, comme ce qu'on savait, le propofol, ça baisse le débit sanguin cérébral, mais ça baisse aussi la quantité d'oxygène et de glucose dans le cortex, et le métabolisme, en tout cas la CMRO2, reste à peu près la même. Donc il faut quand même garder ça en tête. Donc ce qu'on a vu sur ces données, c'est ce que je vous ai dit, le métabolisme, il est probablement le même, avec un débit sanguin qui est un petit peu plus bas. Et du coup, il faut rester vigilant, je pense, chez des malades qui sont à risque d'avoir des inadéquations entre le débit et le métabolisme. Et potentiellement, chez ces malades-là, mesurer, si on a des inadéquations, mesurer une PTO2, mesurer autre chose, pour vérifier que quand on met des doses de propofol qui sont potentiellement assez importantes, on ne se retrouve pas avec des changements locaux qui peuvent potentiellement être délétères. Voilà. Ça, c'est la petite pub pour les événements de la NARF qui vont arriver prochainement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Baptiste. Des questions? Ouais. David. Où est-ce que tu as mesuré la glycémie capillaire qui est rare? Parce que l'isofurane, chez la souris, ça fait il y a une hyperglycémie de stress chirurgical. Après, ça redescend, mais ça prend un peu de temps à redescendre dans des valeurs un peu normales. Je voulais savoir si tu avais corrélé ça à la glycémie capillaire, tout simplement, pour voir s'il n'y avait pas une hypoglycémie. Donc, on a fait des gaz du sang avec des mesures de la glycémie, du iono, du lactate avant et après le changement. Et la glycémie, elle n'était pas changée. Elle était normale. Et sous propofol, chez l'animal, on a des baisses de la glycémie aussi. Alors, est-ce que c'est qu'on a une hyperglycémie au départ de stress, puis quand on les met sous propofol, elle baisse ou pas? Je ne sais pas. C'est observé dans les études qui sont sous propofol. Au bout d'un moment, ils ont la glycémie qui baisse aussi. Là, en tout cas, comme c'était vraiment assez court, on avait 45 minutes de stabilisation, puis on changeait l'anesthésique et on les enregistrait pendant une demi-heure. C'était assez court et les gaz du sang avant-après, la glycémie, elle n'était pas significativement différente avant et après. Donc la baisse du glucose intracérébral qu'on voit, ce n'est pas des changements systémiques de la glycémie. Par contre, ce qu'on a observé, et qui est peut-être un biais en partie, c'est plus sur ce qu'on observe sur les gaz du sang. Et en fait, quand on fait le changement des halogénés pour du propofol, on a une baisse de l'ETCO2 et une augmentation de l'ETO2 qu'on n'explique pas bien, alors que la ventilation n'a pas changé, que les animaux sont ventilés en contrôlé, que ça ne bouge pas. Et qui explique peut-être en partie la baisse du débit sanguin cérébral qu'on observe. Pas les changements de métabolisme, mais au moins du débit sanguin cérébral. Et peut-être qu'il y a un effet différent entre ce qu'on voit dans le cerveau et ce qu'on voit en systémique. C'est possible. Ce qui rentre en ligne de compte pour le choix de l'hypnotique entre propofol et halogéné, tu l'as dit, c'est les effets sur le métabolisme, sur le débit sanguin cérébral. C'est aussi les effets sur la pression intracrânienne qui peuvent gêner et qui font que c'est ça qui conduit parfois à choisir le propofol plutôt que les halogénés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu voir et comment, ou si vous ne l'avez pas vu, pas étudié, comment tu le prends en compte, je dirais plus en clinique, ces effets-là? Comment tu extrapoles ça en intégrant, parce qu'il faut intégrer les différents paramètres, dont la pique? Oui, complètement. Je pense que le principal intérêt d'utiliser du propofol versus des halogénés, c'est de diminuer le volume sanguin cérébral, parce que ça baisse le débit sanguin cérébral, mais en fait, ça baisse globalement le volume sanguin cérébral, et du coup, chez des malades qui ont une compliance altérée, ça va baisser la pique. Chez des malades qui n'ont pas de compliance altérée, du coup, on n'a pas vraiment besoin de baisser le volume sanguin cérébral. Les halogénés, ils marchent aussi très bien. Et donc, chez des malades à risque, peut-être que les halogénés sont suffisants. Ensuite, chez des malades en HTIC, du coup, on n'aura pas forcément le choix que d'utiliser des agents anesthésiques qui nous permettent de réduire le volume et donc de réduire la pique. Il faut juste être au courant que ces agents anesthésiques, que ce soit le propofol ou même les barbituriques, ils réduisent peut-être plus le volume que le métabolisme et que donc il faut être vigilant sur certains changements locaux qui peuvent peut-être être délétères. Pour l'instant, il n'y a pas de données chez l'homme ou pas de données claires. Ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête, je pense. Et donc tu disais, quand vous introduisiez le propofol chez les animaux, la pression artérielle remontait spontanément. Il n'y avait pas de noradré. Alors, il y en a quelques-uns qui avaient de la noradrée, mais en fait, les animaux, ils tolèrent très très bien le propofol. Et du coup, on n'a aucun problème d'hypotension sous propofol. À part au moment où on fait le bolus initial pour faire le relais, mais pour faire le changement.
Mais en fait, ils sont pas du tout hypotendus, très peu les animaux. Ils ont vraiment une réponse qui est assez différente de ce qu'on voit chez l'adulte.